Très chères auditrices et très chers auditeurs, je vous salue. J'en profite pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Autant vous dire que je suis ravi. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Suite à l'épisode sur le Trias, faisant office d'épilogue à la série consacrée sur le Mésozoïque, les épisodes suivants furent consacrés à ce que j'ai souvent appelé notre petit casting animalier. Aussi, maintenant que nous avons fait connaissance avec une bonne partie de la biodiversité, il serait temps, me suis-je dit, d'avancer à la période suivante. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au Jurassique. Alors reprenons les bonnes vieilles habitudes et voyons où et quand nous sommes. Quoi ? Un petit récap ? Bon, allez, voyons voir. Tout commence avec le Précambrien, ici sur notre échelle géologique. Mais le souci, c'est qu'à cette échelle, eh bien, l'échelle n'est pas à l'échelle. La réalité serait plutôt celle-ci. Et voilà, on voit que le Précambrien représente à lui tout seul 80% de la vie de la Terre. Pour info, le Précambrien, c'est par là. Et le petit bout qui reste, c'est les 540 millions d'années qui restent, où pratiquement tout a eu lieu. Alors quand je dis tout, entendez par là, toute l'évolution animale et végétale jusqu'à aujourd'hui. Autant dire que nous les humains représentons l'épaisseur du trait supérieur sur l'échelle géologique. Donc le Précambrien. Le Précambrien se divise en trois parties, qu'on appelle des éons, que sont l'Adéen, l'Archéen et le Protérozoïque, ce qui représente environ 4 milliards d'années. Pour faire court, c'est la période qui voit la formation de la Terre et la vie émerger. Ensuite, il y a 540 millions d'années, nous entrons dans le quatrième éon, le dénommé Phanérozoïque. Correct, Phanérozoïque, qui se compose du Paléozoïque, du Mésozoïque et du Cénozoïque, ou comme on disait autrefois, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. L'éon phanérozoïque débute par l'ère paléozoïque, composée du Cambrien et de l'Ordovicien, et la première extinction massive. D'accord. Ensuite vient le Silurien, le Dévonien, et bim, deuxième extinction massive. Ok. Puis c'est le Carbonifère et le Permien. Permien qui clôt l'ère paléozoïque dans une belle apocalypse, éradiquant au passage 90% des espèces animales, terrestres et marines confondues. La troisième, la plus dévastatrice de toutes. Durant les paléozoïques, le supercontinent Pangée se forme, dans les mers la vie se diversifie, les arthropodes envahissent les terres, dans l'eau comme sur terre, les tétrapodes sont légion, les amniotes apparaissent et arrivent les synapsides. Et là, mesdames et messieurs, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais 4 épisodes que je vous propose de découvrir. Donc nous voilà à la fin du paléozoïque, ou au début du mésozoïque, bien entendu. Nous voilà donc au Trias, le Trias, première période du Mésozoïque. Cette période, qui dure quelques 50 millions d'années, voit le supercontinent Pangée qui commence à se fracturer. La future Amérique du Nord se désolidarise du Maroc, laissant émerger le futur océan Atlantique. L'ère des dinosaures commence, les mammifères apparaissent et ça se termine à l'apothéose avec une extinction massive. Badaboum, 4e extinction massive. Absolument, merci à toi. Sacré marathon, n'est-ce pas ? Plus de 4 milliards d'années résumées en quelques minutes. Quoi qu'il en soit, nous voilà au Jurassique. Alors le Jurassique se compose de 3 époques, dites inférieures, moyennes et supérieures, appelées respectivement Lias, Dogger et Malm, des noms qui sont donnés en fonction de certaines strates géologiques du Jurassique. Et le terme Jurassique, d'où provient-il ? C'est vrai. Eh bien, le terme Jurassique fut proposé par l'explorateur allemand Alexander von Humboldt en 1799, en rapport avec les fameux calcaires du Jura. Puis le terme Jurassique est repris par le géologue et naturaliste français Alexandre Brongniart. Pour en terminer avec l'échelle géologique du Jurassique, sachez que chaque période est divisée en étages. Étages dont les noms correspondent eux aussi à des sites géologiques relatifs au Jurassique. Le Jurassique débute environ 200 millions d'années en arrière et va s'étendre sur 55 millions d'années. À ce moment-là de l'histoire, nous sortons d'une extinction massive. Et bon nombre d'animaux ont disparu, comme les rhynchosaures, les desmatosuchus ou encore les ruitodons. Et il en va de même dans les mers, une véritable hécatombe. Donc notre histoire débute dans un contexte bien malheureux. Néanmoins, de nouvelles niches écologiques sont désormais vacantes.
Et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ces niches écologiques vont vite être exploitées par les nouveaux venus. Il y a plusieurs millions d'années auparavant, au cours du Carbonifère, les forces tectoniques ont relié les deux supercontinents, l'Eurussia et le Proto-Gondwana. C'est la jonction de ces deux continents qui ont formé la Pangée. Mais au cours du Trias, ces mêmes forces tectoniques œuvrent de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est l'effet contraire qui se produit. Le continent Pangée se déchire. À terme, il donnera lieu et place à deux nouveaux continents, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Puis, au cours du Jurassique, inférieur et moyen, le continent Laurasie, celui situé au nord, se divise et apparaît l'océan Atlantique Nord. Tandis que le Gondwana, celui situé au sud, se scindera vers la fin du Jurassique supérieur et durant le Crétacé, en ce qui sera l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Si durant le Trias, au centre de la Pangée, le climat était plutôt chaud et sec, suite à la fracture de la Pangée, le climat devient rapidement chaud et humide, ce qui permet à la végétation de s'épanouir. C'est le cas notamment des grands conifères. Ainsi, des jungles luxuriantes ne tardent pas à couvrir une grande partie des terres. Ce qui n'est pas pour déplaire aux herbivores de cette période. Ils sont nombreux et leur appétit est énorme, tout aussi énorme que les tailles qu'ils atteignent. Nous sommes au début de l'âge d'or des grands dinosaures sauropodes. Brachiosaures, brontosaures et autres diplodocus arpentent les terres du Jurassique. Étant les seuls à pouvoir se nourrir de la végétation située en hauteur, ils ne manqueront jamais de nourriture. Et cela va assurer leur pérennité. Vous ne connaissez pas les sauropodes? C'est par là. À leur côté évoluent d'autres dinosaures herbivores, tels les extraordinaires stégosaures. Quoi? Tu ne connais pas les thyréophores? Il faut vite combler cette lacune. C'est par là. Eh ben, il ferait une bonne commerciale. Où en étais-je? Ah oui. Et nous avons aussi la grande famille des dinosaures ornithopodes. Bref, au Jurassique, il y a pléthore d'herbivores. Herbivore. À vrai dire, herbivore, c'est un abus de langage. Il serait judicieux d'utiliser le terme végétarien ou végétivore, car les herbacées n'apparaîtront que bien plus tard, au cours du Crétacé. Il serait judicieux. Et qui dit végétarien ou végétivore, bref, herbivore, dit proie. Et qui dit proie dit prédateur. Et ils ne sont pas en reste, ils sont répandus à travers tout le globe. En fait, partout il y a des herbivores. Si au Trias, lors de leur apparition, les dinosaures théropodes étaient de taille modeste, au Jurassique, l'évolution en a fait de véritables monstres. Le plus emblématique du Jurassique est sans conteste le terrible Allosaure. Mais bon nombre sont également présents, tels les mégalosaures, les cératosaures ou encore les dilophosaures. La liste serait bien trop longue pour tous les citer. Pour info, il y a un épisode sur les théropodes, et je ne vous parle même pas des insectes, arachnides, tétrapodes, sans oublier les thérapsides, les mammifères et autres bestioles qui grouillent dans les différents environnements des terres du Jurassique. Par ailleurs, dans les airs, il y a du monde. Bon nombre de reptiles volants ont découvert les avantages de cette niche écologique, jusqu'alors occupée par les insectes volants. Insectes volants qui deviennent rapidement une source de nourriture non négligeable. Ainsi, Rhamphorhynchus, Dimorphodon ou encore Darwinopterus volent, planent et deviennent les maîtres des airs. Et une autre pour les ptérosaures. Cela dit, les premiers dinosaures à plumes capables du vol plané sont déjà présents, comme le célèbre Archaeopteryx. Reste l'autre élément, la mer. Dans les mers, à l'instar des airs, ce sont les reptiles marins qui sont apparus lors du Trias qui règnent sans partage. Certes, beaucoup d'autres espèces prolifèrent, ne serait-ce que les poissons cartilagineux, tels les hypodontes à l'apparence des requins actuels, qui eux sont apparus au cours des Dévoniens, plus de 200 millions d'années en arrière. Ichthyosaures, plésiosaures, pliosaures règnent en maître. Et comme sur Terre, une multitude d'animaux évoluent dans les mers, ammonites, bélemnites et bien d'autres. C'est par là que ça se passe. D'autre part, dans l'environnement aquatique, au cours du Jurassique moyen apparaît un nouveau groupe. Comme les dinosaures, ils sont issus des archosaures. Ce sont les crocodiliens. Ce qui fait que les crocodiles sont aujourd'hui les plus proches parents des oiseaux. Merci beaucoup pour cette précision. À l'instar des dinosaures, ces créatures crocodiliennes vont atteindre des tailles considérables, à l'image du gigantesque Sarcosuchus imperator qui apparaîtra plus tard au Crétacé, un bestiau dont la taille atteignait pas moins de 15 mètres pour près de 10 tonnes. En bref, à la fin du Jurassique, tout est en place pour ouvrir un nouveau chapitre de notre planète, le Crétacé. Une merveilleuse période qui connaîtra un sort bien funeste pour le grand bonheur des mammifères. Mais ceci est une autre histoire. Bien, chers amis internautes, j'ose espérer que cet épisode vous aura intéressé. Alors comme d'hab, s'il vous plaît, likez, laissez des commentaires, posez des questions et bien sûr abonnez-vous.
Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. À ciao, bye bye.